Donc, effectivement, l'atelier numéro 2, maintenant qu'on a vu comment pouvaient se mettre en place des dispositifs dans un établissement, quelles démarches on faisait pour repérer les apprenants avec des troubles des apprentissages, quels dispositifs on mettait pour former les accompagnants ou comment on crée des espaces dédiés. On va voir aussi des espaces où on va pouvoir individualiser, on va pouvoir accompagner, prendre en charge, mais aussi créer des nouvelles situations pédagogiques pour les jeunes en situation de handicap, mais on va le voir aussi plus globalement pour tous les jeunes qui vont en avoir besoin, le demander. Et dans les deux projets qu'on va voir, d'abord celui présenté par Nathalie Lefranc dans un centre de ressources au CFA de Saint-Herblain, on va voir qu'à partir de ces dispositifs, on va pouvoir travailler sur des projets aussi avec des élèves. Donc, je laisse la parole à Nathalie. Merci Laetitia. Bonjour à toutes et à tous. Nathalie Lefranc. Je travaille au CFA Jules Riffel Nanterre-Atlantique. Je suis responsable du centre de ressources et à ce titre, effectivement, je co-organise avec l'équipe pédagogique les parcours individualisés des apprentis. J'en assure le suivi et l'accompagnement avec mon collègue Romain, un accompagnement qui se fait auprès des apprentis, des stagiaires et puis des lycéens, peu ces derniers temps, mais c'est arrivé. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter l'organisation, en fait, ce qu'on entend par centre de ressources, parcours individualisé. Ensuite, je vous présenterai en quoi cet espace va être un espace facilitant les apprentissages, facilitant l'accessibilité numérique. Et ensuite, un projet SLAM qu'on a mis en place avec les apprentis, deux classes d'apprentis. Voilà, donc en fait, ça ne fonctionne plus sur mon écran. Je n'ai plus la main. Alors, le centre de ressources, effectivement, donc aujourd'hui, c'est cet espace que vous voyez, avec une partie ordinateur donc qui sont effectivement rentrés dans les bureaux, une autre partie de tables et de petites pièces, mais aussi effectivement sur l'aire de TP et sur l'espace de manière générale de l'établissement. Un petit peu d'histoire, c'est vrai que cette démarche a été amorcée il y a un certain nombre d'années, à la demande, je vais être assez rapide, ça a été amorcé il y a un certain nombre d'années suite à des demandes de quelques apprentis, des apprentis qui souhaitaient passer un deuxième CAP dans une autre option pour renforcer leurs compétences dans des métiers proches, comme l'agriculture, comme les travaux paysagers et puis les productions horticoles, et puis des apprentis qui étaient en difficulté et qui avaient comme projet de devenir jardinier paysagiste. Et parfois des grandes difficultés avec des jeunes qui étaient en situation de handicap. Donc on se retrouvait face à des besoins très, très variés et voilà, donc a été mis en place ce projet. Une personne a été recrutée pour cette mission dans un petit bureau et puis au fil du temps, très rapidement, on a permis à tous les apprentis qui étaient en difficulté, quelle qu'elle soit, que ce soit d'ordre d'apprentissage, de comportement, de venir au centre de ressources et de les aider dans leurs projets, de les aider dans leurs difficultés, quelles qu'elles soient. Ensuite, aujourd'hui, cette organisation, ce dispositif est pour tous les apprentis, pour les stagiaires également, et pour chaque jeune peut avoir un contrat individualisé et être aidé, que ce soit dans les matières générales, que ce soit dans les modules professionnels, que ce soit en méthodologie. D'ailleurs, j'insisterai aussi sur le fait que dans cette progression, Delphine Perra, qui est documentaliste au CDI du lycée, est venue m'aider une dizaine d'années sur une dizaine d'heures
et venait effectivement accompagner les apprentis. Et aujourd'hui, qu'elle continue, dans le cadre du CDI, à accompagner quelques jeunes sur le temps du CDI, pendant leur cours, pendant leur période de pause ou d'études, à la demande des jeunes eux-mêmes ou à la demande des enseignants. Donc, le fil conducteur, hein, quelle que soit l'évolution, le fil conducteur, pardon, a été de permettre à chacun de trouver sa place, de se construire, de réussir, et d'essayer au mieux de créer un environnement facilitant les apprentissages, et on verra aussi l'accessibilité numérique, avec effectivement une volonté de la direction et la chance d'avoir des moyens, d'où ce bâtiment qui a été effectivement construit. Enfin, on n'a pas tout le bâtiment, on a une partie de l'étage du bâtiment, les 2 pièces que vous avez vues, et aussi des heures allouées, et un deuxième poste, donc mon collègue Romain Chacun, qui m'accompagne au quotidien. Donc, parcours individualisé, c'est vraiment en fait un travail collectif, parce qu'il est le résultat de regards croisés. Donc, je ne vais pas vous donner en détail toute la démarche, puis en fait, c'est souvent un peu variable en fonction de si c'est en amont de la formation ou en début de formation ou en cours de formation. Mais de toute façon, il y a toujours un entretien avec les apprentis, avec l'équipe pédagogique, voire les parents, des tests de repérage ou de positionnement, tests de repérage ROC qui va permettre de repérer l'affluence de la lecture et la graphie, qui sera toujours suivi d'un entretien, et qui permettra aussi à un certain moment de voir des difficultés qui n'ont pas été repérées ou que le jeune n'a pas souhaité au départ exprimer. Des échanges très fréquents avec notre référente handicap, Dorothée Grelot, qui est là en permanence et qui travaille sur tous les parcours des jeunes à des besoins éducatifs particuliers. Des concertations. Moi, je participe à toutes les réunions de filières, les conseils de classe, et nous avons une réunion hebdomadaire pour toute l'équipe des CAPA qui travaille souvent au CDR. Un lien fort avec l'entreprise et un lien fort avec les partenaires extérieurs, soit avec Dorothée, soit seul parfois sur des questions de méthodologie ou d'apport de contenu, et puis d'échange de progression. Donc, parcours qui sera décidé, je vous disais, en amont, en début ou en cours de formation. Il y aura toujours une formalisation du parcours. Je pense que c'est aussi important pour le jeune de savoir les modalités. Et par contre, un réajustement à tout moment. Ça peut s'arrêter, ça peut se continuer, le nombre d'heures peuvent être augmenté, sachant que toutes les heures d'accompagnement sont sur le temps de formation. Donc, les jeunes vont sortir d'un cours, d'un module, pour venir être accompagnés au centre de ressources. Accompagnement qui pourra se faire dans l'environnement que vous avez vu, mais également sur l'aire de TP, en extérieur pour la reconnaissance des végétaux, en fonction des besoins de chacun. L'importance du réajustement à tout moment, c'était aussi important au niveau de certains jeunes qui ne souhaitaient pas venir au centre de ressources, qui ne souhaitaient pas sortir de cours, préféraient rester dans le groupe classe. Et par contre, il y avait certaines difficultés, ou c'était parfois aussi des difficultés de concentration, et qui peuvent parfois aussi gêner le cours. Et finalement, le fait de dire on fait un essai sur 1, 2, 3 séances, et au final, on s'est aperçu que souvent, ils trouvaient un intérêt à travailler au calme, avoir des explications particulières au point sensible, et finalement, ça marchait bien comme ça. Il y a d'autres jeunes qui préfèrent être en groupe classe, mais c'était une façon de pouvoir proposer sans imposer, et avec quelque chose qui se faisait en douceur. Je reviendrai aussi après sur. Donc aussi, chacun, nous essayons toujours, puisque rien n'est figé, tout est en évolution, de répondre aux situations particulières, spécifiques, de permettre à chacun d'évoluer dans les meilleures conditions, celles qui lui conviennent,
En termes de rythme, d'adapter les plannings, on va avoir des jeunes qui vont avoir des parcours réduits. Ça peut arriver dans les validations académiques, avec les validations académiques, sûr, quand on a des jeunes qui passent un diplôme de même niveau, mais également quand on a des jeunes pour qui c'est difficile de rester 2 jours au CFA, on met en place avec l'entreprise, eh bien, il va venir peut-être qu'une journée ou une demi-journée s'il n'est pas trop loin en termes de site de l'entreprise, de manière à permettre quelque chose de progressif. Et parce que certains apprentis, ça se passe très bien en entreprise et c'est un petit peu plus compliqué au niveau du CFA. Ou d'allonger bien sûr les parcours si nécessaire pour ceux pour qui il faut plus de temps pour acquérir les gestes professionnels et les savoirs. En modalité, situation d'apprentissage variée, le fait d'avoir des jeunes qui vont venir sur des temps identifiés, on aura bien sûr maintenant, c'est quelque chose qui est clair, on aura les ressources des formateurs et au final, parfois, ça ne convient pas à leur méthode d'apprentissage, donc on va s'adapter. On a créé des ressources et puis aussi parfois, déjà de comprendre comment le jeune comprend, raisonne. On n'a pas forcément besoin de l'outil, on va essayer de construire ou de déconstruire peu à peu comment il travaille. Et puis, par exemple, pour certains jeunes sur la géométrie, c'est compliqué, même en ayant des très bonnes ressources au niveau du centre de ressources ou des formateurs, il a du mal, et bien on va tout simplement aller sur l'herbe de TP et travailler le périmètre, les volumes, etc. En situation, ce qui sera plus expressif, et voilà. Donc, compensation, bien sûr, de lecture, d'écriture via des outils numériques, préparation aux évaluations, aux épreuves, passation des évaluations. On permet aussi, alors on parlera des outils numériques ensuite, mais effectivement, on aide les jeunes à la préparation aux épreuves, qu'elles soient formatives ou sommatives, et on leur permet aussi et ça, c'est vrai pour ceux qui ont une reconnaissance en situation de handicap, mais c'est vrai aussi pour tous les jeunes, c'est-à-dire que si certains jeunes ont besoin de faire une évaluation à l'oral, on va leur permettre de venir au centre de ressources et ça nous permettra de nous concentrer uniquement sur les connaissances et non pas sur les difficultés de lecture ou d'écriture. Voilà, donc ça, finalement, au départ, les jeunes ne souhaitaient pas trop sortir, c'était un petit peu se différencier par rapport au groupe. Et aujourd'hui, les jeunes vont et viennent avec leurs feuilles, puisque de toute façon, c'est accessible à tous. Et les formateurs, c'est pareil, les jeunes partent avec leurs feuilles, reviennent quand ils ont terminé l'évaluation. Accompagnement à l'autonomie, l'estime de soi par la réussite, oui, parce qu'effectivement, le fait d'avoir un espace un peu différent, bien sûr qu'on a le règlement auquel on se réfère, mais on essaie aussi d'avoir une souplesse qui va être, par exemple, le jeune va pouvoir, sur un temps donné, va pouvoir sortir. Si on sent qu'il se déconcentre, eh bien, il va pouvoir aller faire 10 minutes de reconnaissance des végétaux ou simplement prendre une pause ou se lever, prendre un livre. Faire une demi-heure de maths au lieu de 3/4 d'heure ou d'une heure, si vraiment il n'est plus concentré. Voilà, donc c'est aussi le fait de dire tu es là pour apprendre, tu es là pour avoir des bonnes conditions. Eh bien, ce n'est pas. Voilà, on a un réajustement qui est possible. Et cette situation, cette possibilité permettent aussi de développer l'estime de soi par la réussite. Il te reste 5 minutes. 5 minutes, oui. Il y a effectivement un environnement facilitant l'accessibilité numérique. Donc, j'ai vraiment apprécié tout ce que j'ai pu entendre au niveau de l'utilisation des outils en termes de compensation, en termes d'adaptation. Donc, je vais passer assez rapidement. Ce qui me semble effectivement important, c'est de toute l'appropriation des outils pour des jeunes à qui on va avoir attribué un ordinateur, une tablette, etc. Cette appropriation, elle est très importante et elle s'est toujours faite dans le cadre du centre de ressources et effectivement parfois un retour en classe avec le matériel alloué où ça a été compliqué. Il y a une sorte de stigmatisation, le jeune n'était pas très à l'aise.
Donc, finalement, aujourd'hui, les jeunes ont des ordinateurs à disposition. Et les classes viennent aussi travailler, notamment les CAP sont énormément au centre de ressources, avec en accompagnement Romain et moi-même, plus les formateurs, bien sûr. Et le fait d'avoir cette accessibilité aux ordinateurs, aux logiciels, des outils de compensation, eh bien, c'est quelque chose qui est maintenant quasiment ordinaire et tous les apprentis peuvent les utiliser, ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de stigmatisation. Donc, la notion d'appropriation et puis cet espace, enfin, les outils numériques, effectivement, offrent un espace facilitant, offrent un espace de liberté, de flexibilité, de créativité. À côté de ça, il faut toujours accompagner et on reste toujours en accompagnement. On est à la place de notre accompagnement parce qu'il faut vérifier aussi que c'est très attractif, mais il faut aussi vérifier que c'est efficace et que les jeunes ont aussi besoin d'accompagnement, quelle que soit la ressource. De toute façon, papier ou numérique, il faut toujours être en accompagnement. Donc, on a aussi souhaité un projet de développer et renforcer des compétences contre l'exclusion numérique. On s'est aperçu que les jeunes utilisaient beaucoup leur portable. Mais finalement, en regardant ce qu'ils faisaient, c'était surtout l'utilisation de YouTube, de réseaux sociaux, mais très peu dans la communication, dans l'enregistrement de documents, dans l'envoi de documents, etc. Donc, on s'est dit que c'était important au niveau de la formation, mais également par la suite de pouvoir être autonome dans tout ce qui était administratif, que ce soit pour visée professionnelle comme les CV, etc., mais aussi pour l'insertion sociale. Donc, nous avons travaillé dans un cadre accompagné, en utilisant effectivement, en créant un nom de domaine propre à l'établissement, avec une professionnelle qui est effectivement Nanterre Atlantique. Chaque jeune a donc reçu, dès la rentrée, une adresse mail. Et nous avons utilisé des drives partagés, Classroom, des CV en ligne et communication par mail avec effectivement les règles de communication, de manière à ce qu'ils soient à l'aise avec cet outil. Ça nous a servi, on l'a d'abord fait au centre de ressources avec les jeunes qui étaient souvent présents, et puis progressivement avec tous les CAP. Et cette année, ça nous a un petit peu servi au moment du premier confinement. On a bien vu que ce n'était pas encore bien acquis. Donc, dès la rentrée de septembre, pour tous les apprentis de l'établissement et les stagiaires de l'établissement, on a mis en place ce système, ce qui fait qu'aujourd'hui, quelques mois après la rentrée, les jeunes sont vraiment à l'aise avec ces différents outils. Ça permet toute l'utilisation des outils numériques avec l'adaptation pour des situations pédagogiques différentes, et puis une communication qui reste permanente. Donc, les jeunes apprécient aussi cette utilisation. Notre intranet n'offrait pas toutes ces possibilités. C'est pour ça qu'il a été possible d'ouvrir effectivement un nom de domaine propre à l'établissement. Plus que 2 minutes, Maxi. Bon, je me dépêche. Un atelier Salam pour favoriser la communication. Les épreuves orales au niveau des épreuves d'examen sont à l'oral. Et effectivement, on a travaillé sur un projet Slam pendant 3 mois. Un projet qui a été effectivement collectif avec une représentation, mais individuelle puisqu'il devait écrire un texte et le déclamer. C'était animé par 2 professionnels slameurs une des formatrices de français connaissait. Donc, on a eu une représentation. On a créé un recueil de slams, un livret, où effectivement, tous les slams apparaissent et qui vont être distribués, il n'est pas tout à fait finalisé, distribués pour tous les apprentis et également dans les différents bureaux du CFA. En conclusion, donc, une démarche au cœur de notre pédagogie, des réponses à l'hétérogénéité qui est inhérente à tout groupe, stagiaires, lycéens, apprentis, et qui permet effectivement de différencier, d'aller avec les différents critères de l'hétérogénéité, de répondre aux besoins et aux objectifs de chacun, à la singularité,
tout en étant dans un collectif, et accompagner aux usages numériques de manière créative, critique et collaborative. J'insisterai sur le fait que notre direction a toujours été dans ce sens, a œuvré dans ce sens en nous accordant des moyens financiers, moyens humains, ce qui est quand même une grande chance. Et puis aussi, toute la qualité de notre accompagnement est aussi le fruit des réflexions collectives, de la formation et des échanges bien riches au sein du groupe GAD10, et j'en remercie Laetitia Branciard. Voilà, maintenant j'ai fini mon exposé un petit peu juste en termes de temps. N'hésitez pas si vous avez des questions, peut-être que je n'ai pas été toujours très claire. Merci beaucoup Nathalie. Les questions, on va les prendre à la suite de l'intervention d'Isabelle. Il y aura peut-être des très bien. Et en tout cas, merci beaucoup à toi. Et je laisse la parole maintenant à Isabelle, qui travaille au lycée agricole d'Auzeville-Tolosane, qui est documentaliste, qui est aussi impliquée dans le projet Léa dont on a parlé avec Mélanie et je me rappelle plus son nom. Pierre, je suis content, bravo, bravo. C'est l'âge. Et donc, désolée. Et donc, c'est aussi dans ce cadre-là qu'Isabelle va nous présenter, enfin, à partir de ce cadre-là qu'elle va nous présenter son travail. Je lui laisse la parole et ensuite, nous aurons un temps pour débattre de ces deux projets. Le micro d'Isabelle est fermé, je crois. Ah oui, ça y est, c'est bon. Elle avait pourtant bien commencé. Oui. Là, c'est bon, vous m'entendez? Désolée. Donc, Isabelle Lobello, professeure documentaliste au LECTA de Toulouse. Et je souhaite partager avec vous mon expérience du lieu CDI au service de la différenciation pédagogique, plus particulièrement l'accueil des apprenandis et des AESH. Et je vous présenterai aussi un projet autour du livre audio. Tout au long de mon temps de parole, j'essaierai de donner des exemples concrets en témoignant d'une expérience qui a été menée de réussite, mais aussi de difficultés et d'obstacles. Et à la suite de cette intervention, je répondrai du mieux que je peux aux questions. Au cours de cette expérience du CDI au service de la différenciation pédagogique, je me suis appuyée sur les travaux de Isabelle Ducos-Philippi, qui est enseignante de lettres classiques et formatrice à SH, Académie de Versailles, de Laetitia Branciard, ingénieure de recherche à l'ENSFEA, de André Tricot, qui est professeur d'université à l'Université Paul Valéry Montpellier 3, et enfin de Pierre Falzon, qui est professeur au Centre national des arts et métiers. Le plan que je vous propose sera celui-ci. Je vais partir d'un postulat pour aborder en point 2 le rôle du CDI. Puis en point 3, je parlerai de l'aménagement du lieu qui va tendre vers des espaces modulables. Et enfin, mon quatrième point, autour d'un projet livre audio. Dans ce premier point, je voudrais donc parler d'un état des lieux, de ce qui constitue l'ordinaire de la classe aujourd'hui. Nous faisons souvent le constat d'une extrême hétérogénéité dans les classes et souvent nous en faisons un frein de la fluidité de ce que nous aimerions mettre en place. L'hétérogénéité se donne bien sûr à voir chez nos élèves. On peut voir une diversité en termes d'acquis, de niveau de maîtrise des compétences, de compréhension, d'attention, de motivation, de rythme d'apprentissage. Cette diversité fait de la classe un lieu de tension, bon, certes à cause de l'hétérogénéité, mais qui se heurte aussi à d'autres éléments. La lourdeur des effectifs, la densité des programmes et bien sûr ces derniers mois, les cours hybrides, le distanciel. Et nous avons souvent un sentiment d'émiettement, de course folle après le temps et parfois un sentiment d'inefficacité. En équipe, au sein de l'établissement, nous avons donc décidé de décloisonner certains temps de l'espace classe vers l'espace CDI pour envisager l'hétérogénéité non pas comme un obstacle, mais la considérer en termes de diversité.
Je vais maintenant aborder mon deuxième point. Quel pourrait être le rôle du CDI dans un établissement pour répondre à la diversité des élèves, qu'ils soient à besoins éducatifs particuliers ou non? Le CDI peut être à certains moments des apprentissages une réponse à l'hétérogénéité comme un moyen au service d'intentions pédagogiques. Il devient alors un lieu de différenciation pédagogique. Et pour reprendre Pierre Falzon, il s'agit de considérer le CDI comme un environnement capacitant qui serait favorable au pouvoir d'agir des individus. L'objectif, c'est de tendre vers des espaces modulables, ce qui fera le sujet de mon troisième point. À l'origine, le CDI du Lecta de Toulouse était composé d'un espace principal où sont attenants bureau vitré et un bureau isolé, et qui était vraiment destiné au personnel de documentation, une petite salle de travail où se trouvaient 7 ordinateurs, et il y avait une grande banque de prêts. Afin d'adapter les espaces de travail à la diversité des pratiques et aux nouvelles attentes qui sont entre autres le travail sur projet, le travail collaboratif, le travail connecté, nous avons décidé de proposer un lieu qui s'adapte. Qu'est-ce que cela signifie, un espace de travail modulable? On a décidé que tout espace du CDI devienne disponible. C'est-à-dire possibilité de bouger les tables, les chaises, les chauffeuses. On a redéployé, en fonction des projets, en fonction des attentes, en fonction des besoins, on a redéployé les ordinateurs fixes sur l'ensemble des espaces. Nous donnons la possibilité d'utiliser les bureaux. Nous avions 2 bureaux vitrés que nous avons renommés les bulles. Nous avons supprimé la grande banque d'accueil pour placer 2 bureaux simples avec la possibilité pour tout usager de s'y installer. Par exemple, sur cette photo, un élève s'était installé à l'accueil. J'étais installée au bureau d'à côté et j'étais en train de faire de la gestion documentaire. Et l'élève, lui, utilisait Trello, qui est un outil gratuit de gestion de projet, et il savait qu'il pouvait me solliciter. Et la proximité des bureaux me permettait aussi de continuer de travailler. En fait, il s'agissait pour l'élève de faire un travail de rendu d'étape pour le rapport de stage. La classe était présente dans le CDI pièce principale avec 2 enseignants. Et ils occupaient tous les espaces et les enseignants circulaient entre les espaces et s'adaptaient ainsi à chaque groupe de travail. Un espace modulable, ça signifie aussi la nécessité d'avoir un accès Wi-Fi dans chaque espace pour que les élèves et les étudiants puissent utiliser leurs outils nomades. Donc, on est en région Occitanie. Tous les élèves, dès la seconde, sont dotés d'un ordinateur portable. Mais c'est aussi des outils simples, c'est de proposer des tableaux blancs. Avoir également un vidéoprojecteur mobile pour projeter sur les murs, notamment pour expliquer à un petit groupe d'élèves ou d'étudiants le fonctionnement du portail numérique du CDI, la plateforme Europress, c'est de la presse en ligne à laquelle l'établissement est abonné, ou leur montrer un outil comme Astrid, qui est un service en ligne permettant de transformer facilement et gratuitement des documents PDF, par exemple, en documents audio, ou de montrer comment utiliser Zoom ou Blackboard, ou la plateforme Moodle, qui est l'environnement d'apprentissage choisi par l'établissement pour le distanciel, ou comme on peut le voir sur cette photo, pour valoriser des travaux d'élèves. Notre posture en tant que personne ressource du CDI, elle est aussi adaptable, tout en ne négligeant pas, bien sûr, notre travail de gestion et d'animation. On peut dire que notre place, elle est là, elle est ici, puis là, là-bas et encore ici. Nous n'avons plus de bureaux attitrés, plus d'espace de banque attitrés, et nous nous adaptons à l'appropriation des espaces par les usagers. Ces espaces, ils vont permettre, donc là, ici, sur cette photo, vous avez l'exemple d'une bulle, d'un des bureaux vitrés. Ces espaces vont permettre d'accompagner aussi les élèves et les étudiants en situation de handicap et les ASH qui sont au nombre de 5 dans l'établissement. C'est-à-dire donner aux AESH la possibilité de venir avec les élèves qu'ils accompagnent sur des temps hors classe ou tout simplement se retrouver entre AESH pour se former à des outils numériques. Je prends l'exemple de Dragon, qui est un logiciel de reconnaissance vocale qui est reconnu pour les examens et qui est à disposition dans l'un des bureaux,
ou la souris scan. Et ces outils sont bien sûr disponibles, voilà, comme je viens de le dire, dans un des bureaux bulles. Et je propose un accompagnement pour la prise en main. Il s'agit aussi de proposer ces outils pour faciliter l'intégration et l'inclusion des élèves et des étudiants en situation de handicap dans un espace d'échange, d'écoute et de mise à disposition de ressources numériques adaptées. Ces outils sont également à disposition de tous les élèves après un temps de formation. Comment les usagers ont su qu'ils pouvaient venir au CDI et s'approprier les espaces? Pour les équipes enseignantes, ça s'est fait en réunion plénière. On a expliqué quel rôle peut jouer le CDI pour mener une pédagogie différenciée. On l'a inscrit dans le compte-rendu de la commission CDI, en salle des profs de manière informelle, en partageant un café ou un thé, avec les masques bien sûr, et en faisant des réunions d'échange aussi avec les AESH et CPE à chaque veille de vacances. Pour les élèves et les étudiants, nous sommes passés dans chaque classe et on a expliqué comment le lieu pouvait être utilisé et on a répondu à toutes les interrogations. Les points forts de ce dispositif, les étudiants et les élèves se sont emparés des espaces et ont compris que j'étais une personne ressource pour les outils numériques. Le bouche à oreille aussi a bien fonctionné. Au début, les étudiants et les élèves demandaient s'ils pouvaient utiliser tel ou tel espace. Maintenant, ils ne le font plus. Ils savent qu'ils peuvent. On ne constate pas ou peu de débordements, les lieux sont respectés et généralement, le mobilier est remis à sa place si besoin. Les enseignants, de leur côté, apprécient de pouvoir venir et de décloisonner l'espace classe. Ils peuvent circuler, ce qui n'est pas toujours le cas dans une salle de classe. Proposer aux élèves différents espaces pour travailler à leur rythme et se donner les moyens de faire progresser chaque élève. Les points faibles, c'est de ne pas avoir de budget pour du mobilier modulable. On a fait 3 demandes à la région et les 3 demandes ont été refusées. À moindre coût, l'établissement a investi dans des roulettes et le personnel technique s'est chargé de mettre tout le mobilier à périodique ainsi que celui de rangement sur roulette. On peut le voir sur une des photos. C'est aussi faire accepter à l'équipe de documentation le changement de posture par rapport à des espaces modulables. Comme je vous disais, on n'a plus de bureaux attitrés ou de banques d'accueil attitrés. Pour ma part, c'est m'auto-former à des outils comme Dragon sans avoir un temps pour cela et ensuite être la personne ressource au sein du CDI pour déployer des temps de mini-formation et c'est souvent à la demande, donc j'abandonne tout travail en cours. Mais c'est aussi faire des rappels réguliers à certains enseignants pour préciser que le CDI doit être réservé pour un travail avec une classe entière. Ne pas confondre modulable, ça ne signifie pas quand je veux. En quoi le CDI est un environnement capacitant? Il s'agit donc de penser l'environnement en termes de ressources, de possibilités données, mais aussi d'avoir une réflexion sur les moyens ouverts. On pourrait dire que le CDI est un environnement capacitant car il faut prendre la décision de l'utiliser, mettre en avant la compatibilité avec les pratiques, les contraintes, les objectifs, être en adéquation avec les besoins, donner la possibilité de manipuler ce lieu, de le modifier, de le mettre en œuvre en fonction des besoins et en fonction de l'offre des ressources. L'idée de base, en fait, est que tout élève a la capacité d'avancer, de progresser, chacun selon ce qu'il est, ce qu'il peut faire. Et le CDI est défini en tant que lieu ressource, de support en écho à une pédagogie différenciée qui s'intéresse davantage, je dirais, à la dynamique des individus, c'est-à-dire à une idée de progrès plutôt que de résultats à atteindre. Ce qui va m'amener à mon 4e point, mon projet autour du livre audio. En fait, il s'agit de préparer en collaboration avec une enseignante de lettres une classe de seconde générale à l'épreuve du grand oral. L'objectif est de préparer au grand oral plutôt sur le fond plutôt sur la forme que sur le fond, c'est le contraire, en faisant un travail sur la prise de parole, l'oralité, l'attention, l'écoute, la confiance. Nous avons insisté sur la prise de parole devant un jury et que le projet était là pour les préparer à cette prise de parole. Nous avons proposé le projet de présenter un roman ou un passage de roman papier ou audio selon le modèle de l'émission télévisée La Petite Librairie présentée par François Bussonel sur France Télévisions. Et pour cela, nous avons présenté des replays de La Petite Librairie
Et nous avons aussi présenté quelques passages de livres audio. Et nous avons demandé aux élèves de choisir un livre audio qui sera écouté à chaque début de séance du projet. À l'unanimité, ils ont choisi Petit pays de Gaël Faye. Et pourquoi? Parce que le livre est lu par l'auteur lui-même, parce qu'il y a la référence à l'auteur-compositeur avec le dernier album sorti, l'adaptation du roman au cinéma, qui est un des derniers films qui a été vu par les élèves avant la fermeture du cinéma. Le livre avait été lu. Et nous avons aussi regardé la prestation d'un collégien d'un concours de lecture à voix haute, et il avait gagné avec un passage de Petit pays. Les séances se déroulent en 3 temps au CDI. Le premier temps, c'est l'écoute du livre audio, Petit pays, en groupe classe. Les lumières sont tamisées, il y a l'aisance dans la posture, assis, couché, semi-couché sur les tables. Le temps 2, alors, Laetitia me fait signe, je dois me dépêcher. Le temps 2, c'est la préparation. C'est offrir des espaces modulables du CDI, permettre à des groupes de s'isoler, de travailler en coopération, possibilité de bouger le mobilier pour se créer son espace de lecture, possibilité de s'enregistrer, de se filmer, pour ensuite s'écouter ou se regarder, et la possibilité d'écouter son livre audio, de le faire écouter. Et pour les enseignants, ça veut dire s'adapter en tant qu'animatrice. Le temps 3, ce sont de nouveau des exercices en groupe de classe pour pouvoir présenter le passage de son roman ou son roman selon l'émission La Petite Librairie. Et nous avons proposé des jeux de lecture et de posture pour la présentation du roman. Les règles qui sont impératives sont l'écoute mutuelle, la bienveillance, le respect des personnes, la critique constructive, l'encouragement, l'entraide et la coopération. Le constat est le suivant: la classe est bruyante, difficile à canaliser sur le travail de groupe ou de coopération, mais à chaque début de séance, l'écoute de Petit pays permet à la classe de se tranquilliser. C'est une écoute sans bruit, la classe est concentrée et attentive, c'est un moment de calme, il y a un retour pertinent de l'écoute et les échanges se font sans se couper la parole. C'est la même remarque pour le passage individuel devant la classe au moment de présenter son roman. Les élèves les plus timides et plus en difficulté sont au fil des séances de plus en plus encouragés par les autres et les prestations sont applaudies. En fait, il s'agit de définir la classe comme un collectif avec des objectifs, une temporalité et un cadre commun. C'est bien une approche pour toute la classe, élèves à besoins éducatifs particuliers, en difficulté, élèves moteurs, pour répondre à l'hétérogénéité de la classe, pour atteindre par des démarches différentes un cadre commun, et peut-être faire aussi le deuil de l'exhaustivité, dans le sens où certains élèves ne pourront jamais lire un roman dans son intégralité, mais pourront peut-être l'écouter et savoir en parler. Et c'est une modalité d'inclusion pour que chacun trouve son propre itinéraire. Donc, avec ce projet, nous revenons sur cette idée de progrès, sur le fait que chacun peut apprendre et progresser en s'intéressant plutôt à la dynamique des élèves. Et enfin, je terminerai pour conclure avec la définition de la différenciation pédagogique par le Centre national d'études des systèmes scolaires. C'est une démarche qui cherche à mettre en œuvre un ensemble diversifié de moyens et de procédures. Et je rajouterai la notion d'aménagement raisonnable proposée par la Convention internationale des droits des personnes handicapées. Les modifications et ajustements nécessaires et appropriés, n'imposant pas de charges disproportionnées ou indues, apportées en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l'exercice sur la base de l'égalité avec les autres, de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Isabelle d'avoir tenu les temps, même si j'ai vu que tu as accéléré sur la fin. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez poser des questions aux deux intervenantes. On a vu que dans ce deuxième exposé, dans ces deux exposés, on a parlé d'individualisation, de personnalisation dans des cadres adaptés, avec des ressources aussi mises à disposition, non pas seulement des élèves en situation de handicap, mais de tous les élèves. Voilà, je ne sais pas si je vois alors une question, je regarde. Projet intéressant avec le livre audio. Alors, tout à fait, Isabelle peut peut-être développer un peu ce travail que tu fais autour du livre audio. Oui, en fait, c'est un... Je voudrais juste fermer, je l'ai... C'est un travail que j'ai engagé déjà depuis l'an passé. En fait, nous avons décidé de présenter le livre audio dans chaque classe
Et nous avons au sein de l'établissement maintenant des ambassadeurs du livre audio. Donc des élèves qui ont décidé d'écouter des livres audio, de nous faire des suggestions et de passer dans les classes pour en parler et ou sinon au CDI faire cette promotion du livre audio. Donc c'est vraiment une intention qui vient de la part des élèves, voilà, d'aller présenter ces livres audio. Et on a décidé effectivement de commencer cette préparation du grand oral dès la classe de seconde et avec une classe de seconde où on a quand même beaucoup d'élèves 10, c'est une classe de 35 et dans cette classe-là, si je me trompe, je crois qu'il y a 17 élèves avec des aménagements. Et de commencer voilà, nos séances projet de prise de parole, de commencer par l'audio et par l'écoute et l'attention. Et nos ambassadeurs libre audio sont venus au début dans la classe aussi pour présenter aussi l'intérêt du livre audio. Voilà, c'est une démarche qui a déjà commencé l'année dernière. Hein. Alors, j'ai une question. Isabelle, je te la laisse en mettre le micro. Oui. Avec ces changements au CDI, avez-vous constaté une hausse de la fréquentation, une réappropriation du lieu par tous les élèves, une augmentation du frais d'ouvrage? Alors, et oui. Oui. oui, alors on me demande s'il y a si le lieu est plus fréquenté et s'il y a une augmentation du prêt. Et oui, effectivement, le lieu est de plus en plus fréquenté. Et c'est là notre difficulté parce qu'on n'est peut-être pas suffisamment aussi en termes de personnel et ils nous demandent à ce que le lieu soit ouvert tout le temps. Et du coup, comme ils s'approprient les espaces aussi et qu'ils ont compris qu'ils n'avaient plus besoin de nous demander, ben voilà, ils viennent se préparer pour un oral, ils viennent pour lire du manga, ils viennent pour... Alors nous, on a des classes prépa aussi, donc ils viennent pour préparer leur colle avec le tableau blanc, se mettre en situation. Donc oui, on a de plus en plus de fréquentation et c'est pour ça aussi qu'on a décidé de décloisonner les espaces pour que les élèves se réapproprient les lieux. Et du coup, il y a plus de prêts. On avait des ouvrages qui ne sortaient presque plus, des périodiques qui ne sortaient presque plus. Et le fait de pouvoir lire là où je veux, quand je veux, au CDI, effectivement, on a une augmentation du prix. Après, la grande difficulté, elle est pour nous, pour notre changement de posture, en fait. Ça veut dire qu'on ne sait pas... Alors, j'ai une collègue, voilà, il faut que aussi ma collègue accepte, et elle accepte très, très bien, c'est on n'a plus d'espace pour nous. Voilà, on se met là où les usagers ne se sont pas mis. Donc, si c'est un bureau bulle, on se met dans une bulle. Si c'est un des bureaux de l'accueil, on se met à l'accueil. Voilà. Si c'est une table qui est au CDI parce que les bureaux de l'accueil sont pris par des élèves qui ont besoin de travailler à proximité, on se met sur une table du CDI. Voilà, donc c'est surtout accepter ce changement de posture et s'adapter à ce changement de posture. Mais oui, il y a une augmentation des prêts et une augmentation de la fréquentation parce que du coup, on vient au CDI pour préparer un travail de groupe, pour préparer des projets, pour mettre en avant, voilà, il y a un mur d'expression, alors ils peuvent s'exprimer, on a des dessinateurs et dessinatrices, ils peuvent afficher leurs dessins. Voilà. Et notamment, les AESH utilisent beaucoup le CDI pour accompagner leurs élèves. Et on leur met des outils aussi à disposition. Donc, voilà. Il y a eu un effet, là, je trouve, un effet bouche à oreille qui s'est fait très, très vite parce qu'on a mis le dispositif en place juste avant le confinement, premier confinement. Ça a eu du mal à démarrer en septembre et puis on est repassé dans les classes et là c'est vrai que oui effectivement quand on arrive le matin à 8h il y a des élèves qui attendent déjà devant le CDI. Voilà. Donc, je reprends le micro parce que j'ai de couper sinon ça fait écho.
Si tu peux couper, Isabelle. Ah oui, pardon. Je fais le lien avec effectivement ce qui se passe aussi au centre de ressources avec Nathalie. Tu peux t'exprimer là-dessus. C'est vrai que Nathalie, quand elle est au centre de ressources, ça n'arrête pas. Il y a des sollicitations de toutes parts. Et peut-être que tu peux intervenir sur quelque chose dont tu n'as pas eu le temps de parler. C'est le travail qui se fait avec le lycée, Nathalie. Si tu peux prendre la parole. Mais effectivement, on a travaillé avec le lycée, avec certains enseignants concernant des jeunes d'ailleurs de première qui finalement sont venus plusieurs mois sur un créneau bien déterminé. C'était plus donc sur des bases, mais en même temps parce qu'ils étaient en avance, finalement c'était des redoublants et ils étaient en avance, donc on a pu travailler sur des choses qui n'étaient pas acquises et finalement leur permettre aussi de travailler d'autres choses. J'ai eu quelques autres profils comme ça, mais aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, il y a Delphine Perra qui effectivement est venue pendant une dizaine d'années m'aider au centre de ressources, notamment avec le groupe des CAP, où à un moment donné où j'étais toute seule et où il y avait vraiment beaucoup de jeunes qui venaient, et qui, elle, continue à travailler dans ce sens dans le cadre du CDI. Donc, on est toujours en lien, on échange beaucoup au sujet de l'accompagnement. Et puis, parce qu'en fait, finalement, le centre de ressources, c'est plus une démarche qu'un lieu. Nous, effectivement, le fait qu'il soit identifié a permis d'amorcer effectivement la démarche et puis un confort, parce qu'effectivement, d'avoir un grand espace, c'est plus facile. Mais aujourd'hui, Delphine continue au niveau du CDI en accompagnant des jeunes sur des points précis en lien avec les enseignants. Et bon, de temps en temps, des enseignants m'envoient un jeune pour quelque chose de particulier. Et je trouve que Isabelle, c'est vraiment bravo, parce que je trouve que de faire vivre comme ça un CDI, je trouve que c'est vraiment très intéressant de redonner du goût à la lecture et en faire un espace aussi où on se retrouve, c'est vraiment bravo. Oui, merci. Je vais essayer de répondre à la question de Sonia. Il me semble que c'est Sonia qui pose la question. Oui, alors, d'abord, on a fait ce choix de livre audio pour retravailler l'attention et la concentration. Donc ça, c'était important. Et en fait, pourquoi on a décidé aussi que le choix viendrait, c'est-à-dire que ce sont les élèves ambassadeurs qui ont choisi les livres, et bien souvent, ils nous parlent de la voix. On a testé de faire travailler l'œuvre intégrale en français sous forme de livre audio, et là, c'est très difficile pour les classiques parce que c'est souvent des bénévoles et des amateurs. Il y a très peu de livres audio grands classiques qui sont de romans qui sont en audio. Et les bénévoles et les amateurs, je trouve que c'est très, très bien. Moi, je l'ai été dans une association, mais par contre, on n'est pas tous acteurs, on n'est pas tous comédiens quand on lit. Donc, il y a une forme de lassitude parfois chez les élèves, et on s'est aperçu que dès que l'élève avait une voix qui le captait, ben voilà, il y avait cette écoute et cette concentration. Ensuite, pour les adultes, c'est bien plus compliqué. Voilà, je fais des propositions sur le portail CDI, puisqu'ils peuvent emprunter ça. Ce qui fonctionne très, très bien, les élèves me disent est-ce que vous pouvez nous télécharger, puisqu'on a les droits sur clé, sur notre ordi, sur notre téléphone. Ce qui fonctionne très bien avec les élèves ne fonctionne pas. Tout le monde me dit c'est super l'idée, mais personne ne me demande parmi tout le personnel de l'établissement de télécharger un livre audio. Oui. Alors, ok, je vais mettre le son. Voilà, je mets le son. Ce que je peux vous dire par rapport à la réflexion qui a été faite sur le livre audio, qui était au départ pour les publics avec des handicaps visuels, c'est que depuis quelques années, les associations de 10 ont fait des partenariats avec les associations d'aveugles qui ont cette culture depuis 1945 de mettre en place des livres lus par des auteurs. Et donc, c'est de plus en plus important. Et je faisais un point avec la responsable de Valentin AI, qui nous dit qu'avec le confinement, surtout, et avec les campagnes qu'on a pu faire, c'est exponentiel. Ils ont
40% maintenant de prêts qui se font pour des publics avec des troubles des apprentissages. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire connaître. De la même façon, il y a des expérimentations qui se font dans les bibliothèques et avec les collèges sur des bibliothèques numériques comme Sondo, par exemple, qui mettent à disposition des ouvrages pour les centres de documentation pour tous les élèves dans une démarche, comme Isabelle l'a fait, d'accessibilité pour tous sans stigmatiser. Donc, je pense qu'on a vraiment une réflexion au ministère de l'Agriculture à avoir autour de cette thématique. Et avec Isabelle, on va dire que ça fait 12 ans qu'on travaille sur cette question-là.